Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Asli Sio, avec qui nous allons parler de féminisme intersectionnel. Asli, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Et je me disais quand même qu'à la fin de ta présentation, ce serait bien et intéressant que tu nous présentes aussi ton initiative avec ton calendrier de l'Avent 2.0 que tu réalises sur tes réseaux sociaux. Hello tout le monde, bonjour Estelle, bonsoir, merci pour cette invitation. Pour me présenter, j'aime bien me présenter en présentant un petit peu ma famille, parce que je trouve que c'est intéressant et vu le sujet qu'on va aborder, ça donne déjà beaucoup de réponses à pourquoi est-ce que je travaille sur ce sujet-là. Alors, ma mère est une femme blanche, française et catholique, et mon père est un homme noir, somalien et musulman. Je suis née à Limoges et j'ai grandi au Luxembourg. J'ai eu mon bac au Luxembourg et après j'ai eu la chance de travailler et de beaucoup voyager à l'étranger. Et du coup, je donne toujours ces informations parce que quand je dois me définir ou que je dois me situer, déjà, j'aime bien dire que je suis à l'intersection de beaucoup d'éléments, des éléments géographiques, des éléments religieux, des éléments de nationalité, enfin bref, il y a plein de choses. Et du coup, ça a bien évidemment participé à la construction de mon identité et de qui je suis aujourd'hui. Donc si moi, vraiment, je devais répondre à la question, en général, je dis que je suis une femme cis, métisse, musulmane et que voilà je suis née en France et que j'y habite en ce moment, mais que j'ai grandi au Luxembourg et que ça a vraiment participé aussi à la construction de ma personne. Et pour répondre à ta question sur le calendrier de l'Avent, alors c'est une initiative que j'ai démarrée il y a 3 ans maintenant. Bon, j'ai rien inventé en faisant un calendrier de l'Avent sur les réseaux sociaux, mais je trouvais très intéressant d'y rajouter, alors une touche un peu plus personnelle et surtout un esprit collectif en faisant participer des personnes qui étaient expertes de leur sujet. Ça pouvait être n'importe quel sujet. Donc si on regarde sur les 3 dernières années, on a la thématique des violences sexistes et sexuelles, on a la thématique de la transidentité, de la grossophobie, enfin bref, là j'en oublie beaucoup, mais c'était quelque chose que j'avais envie de mettre en avant pour que, que certaines personnes qui n'ont pas forcément accès à du contenu puissent y avoir accès, que d'autres personnes qui avaient peut-être certaines notions se disent « Ah tiens, là j'ai des informations supplémentaires et je serai amenée à en chercher d'autres ». Mais l'idée, c'était surtout de travailler avec des personnes qui sont expertes de leur sujet, parce qu'on en parlera, je suis sûre, un petit peu plus tard. Mais cette idée de toujours donner la voix aux personnes concernées, pour moi, c'est quelque chose qui est crucial dans mon travail, qui est aussi très important dans ma vie personnelle. Et du coup, je trouve ça intéressant de se dire que des fois, on fait un pas de côté et qu'on permet à d'autres personnes de mettre en avant leur sujet de compétences, d'expertise, et qu'on en apprend aussi tous les jours. Moi, quand je fais le calendrier de l'Avent, il y a un vrai travail d'apprentissage derrière. Je lis certains sujets, je suis là, waouh, c'est super intéressant, mais comment ça se fait que je connaissais pas ça avant, ou comment ça se fait que je connaissais pas ces personnes-là, enfin bref. Et donc voilà. Et j'ai eu la chance, oui, j'appelle ça de la chance, que c'est un concept qui a vraiment bien marché. Et donc là, il va encore avoir lieu cette année. Donc je suis hyper contente. Et pendant 25 jours, tous les jours, on pourra découvrir un nouveau sujet. Et d'ailleurs, je peux même donner une petite exclusivité. C'est que cette année, le calendrier de l'Avent, il sera intégralement sur les territoires ultramarins. Oui, trop bien. Et en tout cas, oui, je trouve ça, on partage vraiment les mêmes valeurs de donner la voix aux personnes concernées. Et d'ailleurs, c'est notamment grâce à ton calendrier de l'Avent que j'ai découvert, Martine Nourri et Meyeti Payet, avec qui on va parler de femmes d'outre-mer sur mon podcast. Donc, c'est super important de valoriser ce travail pour faire connaître d'autres personnes, valoriser la voix de la diversité, tout simplement.
Ouais. Mais tout à fait. Et je suis super contente qu'elle soit invitée du coup sur ton podcast aussi. Et pour remettre un petit peu de contexte, en fait, moi j'ai travaillé avec Meyeti et Martine justement sur le calendrier de l'Avent de l'année dernière, mais aussi sur d'autres projets. Et cette année, quand la date du 8 mars approchait, quand on est engagé sur des sujets comme la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l'égalité des genres, et puis moi j'interviens aussi sur l'interculturalité et l'intersectionnalité, c'était presque, c'était à la fois une évidence et en même temps je me demandais aussi enfin, comment c'était possible que j'avais pas avant, comment dire, même dans mon travail en fait, pris forcément en compte les territoires ultramarins parce que quand en fait on va parler de féminisme ou qu'on va parler de lutte, si on remet ça dans un contexte français, on est souvent sur l'hexagone en fait, et les territoires ultramarins sont souvent mis de côté. Elles en parleront beaucoup mieux que moi, mais voilà. Du coup, l'idée c'était de faire quelques posts en prenant des thématiques qui étaient des thématiques fortes pour les femmes et les filles des outre-mer et de mettre du coup ça en avant. Ça a vraiment très très bien marché et elles parleront des multiples opportunités qu'elles ont eues juste avec vraiment mais je dis très humblement ma mini participation et ma mini visibilité que j'ai mise et je me dis en fait que voilà c'est dans ces situations là qu'on se rend compte de l'importance de faire un pas de côté, de laisser la place aux autres et après et par contre de continuer aussi à comment dire à soit les soutenir comme on peut, soit soutenir, enfin bref, peu importe. Et donc d'où l'idée de faire un calendrier de l'Avent spécial outre-mer pour oui pour décembre 2024. Je réfléchissais à l'année à laquelle on était. Ah bah, j'ai hâte de découvrir cette année encore ton calendrier de l'Avent. Je suis sûre qu'il va être hyper enrichissant comme les précédentes années. Donc bravo pour ce que tu fais. C'est super. Enfin, je suis totalement en phase avec ton travail. Merci. Moi aussi j'ai hâte de le découvrir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Du coup, là, je me disais que ça ferait bien, de commencer le podcast en définissant un peu, les termes que tu as pu donner, enfin, même si tu as commencé à parler, tu as commencé à le définir, féministe intersectionnel, mais si tu pouvais nous donner un peu plus, potentiellement de matière sur qu'est-ce que c'est? Pareil, tu as parlé d'interculturalité et de cisgenre. Je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas aussi ce que ça veut dire cisgenre, donc comme ça, Oui, tout à fait. Alors, je sais pas dans quelle ordre je vais commencer, mais je vais commencer voilà par. En fait, quand une personne se définit comme cis, en fait, c'est le genre qui lui a été, on va dire, assigné à la naissance, et donc où il n'y a pas eu de comment dire. Quand je dis modification, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réflexion pour changer de genre ou voilà. Donc c'est voilà. Moi, j'ai été assignée comme une fille et mon genre a été toujours une fille, et donc je m'identifie comme telle. Et après, pour répondre du coup sur les questions d'intersectionnalité et d'interculturalité, alors l'intersectionnalité, c'est, on va dire, déjà le terme intersectionnel, c'est quelque chose qui est assez récent. Donc c'est un terme qui a été, on va dire, mis sur papier pour la première fois en 1989 par, alors les personnes qui travaillent autour de la thématique de l'intersectionnalité en général la connaissent, mais par Kimberly Crenshaw, qui du coup est une juriste mais aussi autrice et professeure aux États-Unis. Et en fait, elle a donc mis ce terme-là pour parler en fait des comment dire des différents niveaux dans lesquels les femmes noires américaines pouvaient du coup être à l'intersection de différentes formes d'oppression ou d'obstacles, ou des fois elle utilise le mot désavantage, quand on est une femme, mais qu'on est aussi une femme noire, et qu'après on peut être une femme noire en situation de précarité, etc. etc. Et du coup, je vais, si tu me le permets, juste lire une définition qu'elle donne elle-même de l'intersectionnalité et qui est, je trouve, assez parce que l'intersectionnalité, c'est pas forcément une notion qui est simple, parce qu'elle prend en compte des multiples facettes d'oppression et que des personnes peuvent subir, mais la définition qu'elle en donne est assez simple et assez compréhensible. Donc elle dit « L'intersectionnalité n'est qu'une métaphore pour comprendre la façon dont les multiples formes d'inégalité ou de désavantage se combinent parfois par elles-mêmes et créent des obstacles
qui ne sont souvent pas compris dans les modes conventionnels de réflexion sur la lutte contre le racisme ou le féminisme ou toute autre structure de défense de la justice sociale dont nous disposons. Et donc ça, c'est très intéressant parce que faut savoir aussi que en fait, quand il y a eu, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais aujourd'hui, le féminisme, quand on parle de l'histoire du féminisme, du coup, il est classé entre guillemets dans plusieurs vagues. Et si les premières vagues, on va dire, de féminisme étaient plutôt des féminismes blancs occidentaux, l'intersectionnalité vient rajouter du coup une dimension qui n'existait pas avant. Et donc ça, c'est très important parce que aujourd'hui, quand on va parler du coup de féminisme et de lutte pour aussi bien les droits des femmes que des personnes minorités ou minorisées, bah justement, on va parler d'intersectionnalité. Parce que pour comprendre du coup ce que des personnes qui ne sont pas dans la même situation que nous vivent ou peuvent vivre, ou peut-être vivront, eh bien, on est obligé d'analyser la situation d'une ou de ces personnes-là selon leur origine, leur orientation sexuelle, leur conviction politique, si des personnes sont en situation de handicap, leur classe sociale, etc., etc. Et en fait, c'est en comprenant du coup tous ces éléments-là, mais pas de manière individuelle, de manière collective, que justement on va pouvoir avancer dans ce qu'on peut appeler les luttes féministes, voilà, de ce genre de choses. Très clair. J'espère. C'est pas forcément, c'est aujourd'hui comment dire, dans l'analyse, on va dire, du féminisme et de ce qu'on revendique comme une égalité des droits entre les femmes et les hommes, ou les personnes de différents genres, c'est vraiment un élément central. Il peut plus, comment dire, après, il est des fois remis en cause parce que des personnes vont dire qu'elles vont pratiquer un féminisme intersectionnel, mais c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'intersectionnalité comme concept et comme point de vue pour comprendre les situations de certaines personnes n'est plus remis en cause. Et donc ça, c'est vraiment très important, en tout cas, dans l'avancement de ces thématiques-là. Et du coup, ça m'amène à la question, quelle est la place du coup de l'interculturalité dans l'intersectionnalité ? Alors, peut-être pour répondre à la question, je vais peut-être d'abord définir ce que c'est que l'interculturalité, parce que des fois on entend le terme interculturalité et des fois on entend le terme multiculturalité. L'interculturalité, c'est vraiment quand on a des personnes de cultures différentes, mais de cultures, le mot culture implique beaucoup de choses. Culture, ça peut être la culture religieuse, ça peut être la culture linguistique, ça peut être la culture... je voulais donner d'autres exemples, mais je m'arrête. Mais c'est comment est-ce qu'elles vont, fonctionner entre elles, si je puis dire. Je vais donner deux exemples qui sont, je pense, des exemples plutôt concrets. En France, on va être plutôt sur un concept de multiculturalité, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de personnes avec des cultures différentes qui vivent ensemble, mais qui n'interagissent pas forcément tout le temps ensemble. D'ailleurs, la France, de manière, c'est quelque chose qui est su, mais est plus sur un principe d'assimilation des personnes du coup qui ne sont pas soit du territoire, mais qui viennent par différents moyens. Et donc l'assimilation, c'est quoi ? C'est vraiment de se fondre du coup dans ce qu'on appellerait la culture française, en apprenant la langue, en changeant du coup peut-être des habitudes, justement des habitudes culturelles, en changeant des traditions, etc., pour rentrer dans ce moule de ce que c'est qu'une personne française. Alors souvent c'est là où c'est le débat parce que c'est difficile à définir. Alors que si je prends l'exemple du Luxembourg, par exemple, donc bon, je suis pas objective parce que j'ai grandi là, mais c'est pour donner la définition. Le Luxembourg, c'est un pays du coup où, alors déjà il y a 3 langues nationales, le français, le luxembourgeois et l'allemand. Et si on replace peut-être un contexte historique, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une vague de migration des populations portugaises, italiennes, et aujourd'hui, du coup, on a des personnes qui sont, on va dire, issues de familles portugaises et italiennes qui sont là depuis 2, 3, des fois 4 générations.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces générations donc, se sont intégrées dans la vie luxembourgeoise, si je puis dire, et elles ont gardé vraiment un fort lien, alors avec le pays d'origine de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, et se sont complètement intégrées avec leur code culturel, donc le code linguistique, le code des fois même alimentaire, donc ça passe aussi par ça. Et aujourd'hui, si par exemple vous allez dans certaines institutions ou si vous allez dans certains endroits, vous pouvez avoir des personnes qui vous accueillent du coup en 5 langues. Donc c'est-à-dire qu'on va dans une banque et vous avez une personne au guichet et la personne va parler donc le français, le luxembourgeois et l'allemand, va parler en plus l'anglais et va parler du coup sa langue, la langue qui était, on va dire peut-être la langue maternelle ou la langue en tout cas de la maison, qui était le portugais, l'italien ou l'espagnol. Et donc et on peut avoir aussi du coup des personnes qui travaillent dans des instances étatiques, des personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Et donc là, on voit du coup de quelle manière est-ce que vraiment comment les personnes se sont intégrées dans ce qu'on peut appeler une force vive, une force économique du pays. Maintenant que j'ai dit tout ça, pour répondre du coup à ta question, je pense que c'est presque peut-être impossible de dissocier du coup l'interculturalité de l'intersectionnalité parce que en fait partout dans le monde depuis maintenant je pense de nombreuses années il y a des vagues migratoires et donc alors qui se font de plein de manières différentes, hein, alors on va pas rentrer dans ce contexte-là, mais en tout cas on vient toutes et tous avec un bagage culturel. Moi, par exemple, je suis venue avec 2 bagages culturels, avec des traditions complètement différentes, avec des histoires complètement différentes, avec des langues qui étaient complètement différentes aussi. Et donc, c'est comment est-ce que je comprends que comment dire, tout ce que l'on m'a passé, tout ce que l'on m'a transmis, peuvent des fois, selon les sociétés où j'habite, être soit un obstacle, soit une forme de discrimination, soit une forme d'oppression, ou des fois, ça peut être aussi quand même un avantage. Mais voilà, et donc ça s'imbrique de manière assez insidieuse, mais c'est très présent en fait. Et puis, comme je le disais, par exemple avec l'exemple de la France, on va être plus sur une notion de multiculturalité. Donc des personnes qui sont multiculturelles, ça veut dire qu'elles ont un bagage qui est assez dense, quoi, assez fourni. Et donc, ça veut dire que ces personnes-là peuvent avoir aussi d'autant plus, comme je le disais dans la définition que Kimberly Crenshaw a donnée, comment dire, de ce qui pourrait être des inégalités quand elles sont en France, quoi. Je sais pas si c'était très clair tout ça, mais bon. Si, en vrai, j'ai trouvé tes exemples hyper parlants entre la France et le Luxembourg et de ce que je comprends par rapport à tout ce que tu nous dis, c'est que les personnes qui ont, on va dire, plusieurs identités, parce qu'ils ont, les personnes intersectionnelles avec interculturalité, elles ont plusieurs identités, plusieurs bagages, un héritage culturel différent et que c'est pas forcément évident de conjuguer les deux parce que tu veux t'adapter en fonction de la société dans laquelle tu es et du coup ça peut être aussi un peu compliqué car tu peux pas être 100% toi-même en fonction des sociétés, en fonction de comment c'est fait. Alors que toi, tu n'as envie que d'être 100% toi-même pour apporter tout ton potentiel dans le pays concerné ou la ville ou que sais-je. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, je pense que il y a quelque chose aujourd'hui qui est fondamental et qu'on doit remettre du coup au centre vraiment de la table, c'est que aujourd'hui ces notions ou ces concepts, c'est souvent, pour vulgariser tout ça, on est surtout sur des personnes blanches et personnes non blanches. Donc moi je parle de personnes racisées, mais en fait si on prend l'histoire de la France et justement même, enfin là je vais parler de la France hexagonale, mais c'est tout aussi intéressant de se dire que les personnes qui sont bretonnes, eux ont aussi du coup un bagage culturel qui est complètement différent des personnes qui viennent du Pays Basque ou qui viennent, enfin voilà, d'autres régions où justement il y a une identité aussi qui est assez forte, où il y avait aussi une langue qui était qui était forte et qui souvent l'est aussi encore aujourd'hui. Mais ça c'est un peu plus effacé parce qu'il y a une forme de voilà, après ça je pense que c'est propre à l'histoire aussi, mais il y a des choses qui se lissent au fur et à mesure du temps et parce qu'il y a des décisions aussi qui sont prises. Enfin, quand on décide que le français que toi et moi on parle aujourd'hui, ça allait être le français pour tout le monde, enfin ça c'était des décisions qui ont été prises. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'était sous Napoléon que ça avait été décidé.
Et, euh, et voilà, mais pareil en fait, le contexte de l'interculturalité entre des personnes bretonnes et des personnes qui n'étaient pas se pose tout autant en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, bah voilà, vu le contexte politique de la France, c'est pas ce qui est mis en avant et du coup les sujets vont plutôt, comment dire, être passés pour, enfin en tout cas sur d'autres personnes quoi. Donc c'est-à-dire les personnes qui viennent, soit des personnes qui ont migré et qui viennent d'Afrique subsaharienne ou même d'Afrique nord-africaine ou d'autres parties du monde quoi. Donc là on rentre dans un débat plus politique quoi. Mmh. Bah, merci de ces nouveaux exemples qui apportent des graines de compréhension aux personnes, qui nous écoutent. Je pense c'est super important de comprendre toutes ces différences parce que si tu comprends pas enfin, tu peux avoir des peurs et c'est à cause de peurs qu'il peut y avoir des discriminations et compagnie. Alors que s'il y avait je pense que notre société se porterait mieux, enfin partout dans le monde, hein, s'il y avait plus de bienveillance, et d'empathie. Je pense que c'est ça qui manque, potentiellement dans notre société actuelle. Ah oui, bah ça, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est marrant parce que j'en parlais avec une amie hier, mais oui, je disais que je pense que si on s'écoutait toutes et tous un peu plus, il y aurait peut-être un peu moins de peur. Et malheureusement, la notion de la peur, c'est quelque chose sur laquelle les politiques aujourd'hui jouent énormément. En France, mais pas que en France, hein. Quand on regarde un petit peu l'état du monde, c'est quelque chose qui est assez utilisé. Et après, ce que je trouve intéressant aussi souvent, c'est de ramener certaines luttes, certains combats à sa propre histoire familiale. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à faire, mais parce qu'en fait, on vit aussi dans un monde où, bah, voilà, on est bombardé d'informations par les médias, on n'a presque pas le temps de se poser pour lire quelque chose. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, mon temps d'attention, il commence à être de plus en plus court quand je lis un article, mais c'est parce que, voilà, on est beaucoup à être accro à nos téléphones, aux notifications, à l'instantanéité. Mais en fait, si voilà, on passait peut-être plus de temps effectivement autour d'une table et on s'écoutait parler, et en fait, on se rend compte que peu importe de là d'où on vient, on a comment dire, des histoires communes par la manière dont elles s'organisent. Bah, je pense que oui, ça nous rendrait tous et toutes un peu plus bienveillants les uns et les unes envers les autres, quoi. Et c'est marrant parce que souvent, tu vois, moi, si par exemple on va me poser cette fameuse question du tu viens d'où, moi j'adore répondre de Limoges. Ce qui en plus est vrai, puisque j'y suis née, même si j'y ai pas grandi, que je connaissais pas du tout la ville. Mais ma mère a grandi en Creuse, donc tu vois, enfin c'est génial de pouvoir répondre de la Creuse en fait. Alors la Creuse aussi, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, c'est un département français au milieu du coup de la France et qui voilà est très vert. Il y a beaucoup d'agriculture, mais il y a pas beaucoup de personnes. Donc voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire, bah, tout par rapport à tout ça. Enfin, je pense que tu as raison avec, le téléphone et les nouvelles technologies, dans un sens, ça nous éloigne un peu de notre humanité. Ça y on prend une certaine distance. Bah, déjà rien que les informations, enfin, elles sont dites d'une telle façon qu'on peut pas enfin, c'est par exemple des enfin, je prends l'exemple des féminicides, on dit: «Voilà un nouveau féminicide», mais en fait, on vous n'imagine pas que derrière, il y a un être humain derrière, et tout est trop lisse et j'aime pas du tout la façon dont c'est produit. Enfin, ou soit c'est trop lisse ou soit c'est hem, trop dramatique pour, pouvoir, buzzer quoi. Enfin, soit c'est les informations les plus horribles du monde qui sont mis en avant parce que c'est ça qui va faire cliquer, parce que le cerveau humain, il est construit d'une telle manière qu'on bah, pour instinct de survie, on va dire, on se renseigne plus sur le négatif. Alors qu'on a besoin de nouveaux récits, on a besoin d'histoires positives, on a besoin d'espoir aussi pour pouvoir se connecter les uns et les autres et les unes avec les autres parce que sans tout ça, bah, on se dit: «Bah, à quoi ça sert en fait de faire tout ça?» Mais complètement. Et je trouve que, tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant le podcast. Je trouve que c'est un bon moyen d'échange. Tu vois, ne serait-ce que là, bon, on est toutes les deux à discuter, mais il y a beaucoup de personnes qui écoutent et c'est chouette de se dire qu'en fait, on est là en train de partager un moment, on peut échanger des idées et je trouve que, bah oui, on a de moins en moins ces espaces. Et après, pour revenir, oui, effectivement, sur la thématique des féminicides, déjà, malheureusement, c'est une personne, du coup, qui a été tuée. Et puis après, oui, les familles, les enfants, combien d'enfants chaque année en France se retrouvent orphelins, orphelines parce que malheureusement leur mère a été tuée par leur conjoint ou ex-conjoint. Enfin, c'est vraiment tragique en fait quoi. Mais ce sont des enfants qui sont enfin complètement invisibilisés quoi. Ça c'est très très triste quoi.
Ouais, du coup, c'est vrai que les personnes qui nous écoutent, si vous voulez créer des espaces, en tout cas, de discussion comme, nous on est en train de faire, bah, ce serait avec plaisir, en tout cas, de pouvoir échanger avec vous pour vous conseiller, vous aider, vous aiguiller ou vous recommander vers des bonnes personnes. Car je pense que c'est important, ces créations d'espaces pour diffuser la parole et planter des petites graines, pour, construire une société plus juste et plus durable. Tout à fait. Et du coup, en fait, tu parlais à un moment donné, de ramener certaines luttes à sa propre histoire familiale et du coup, je me demandais comment toi tu fais pour faire ça justement? Ah ah! C'est une question hyper intéressante. Et ben, moi, je suis d'abord partie à la recherche de ma propre histoire. C'est-à-dire que comme je me suis présentée au tout début, je suis à l'intersection de beaucoup de choses et quand on grandit, en tout cas pour moi j'ai grandi dans un pays qui n'était pas celui de mes parents. On était plutôt éloignés du coup de la famille proche. Et comme j'ai grandi dans un environnement, le Luxembourg, c'est un environnement qui est majoritairement blanc, européen, bourgeois. C'était pas forcément un environnement qui me ressemblait et qui me correspondait. Et je suis très tôt partie à la recherche de beaucoup de réponses, je pense, à des questions que j'avais et auxquelles je trouvais pas les réponses. Et donc j'ai fait moi ce que j'appelle une quête identitaire. Donc, c'est-à-dire que je suis vraiment allée questionner d'où vient ma famille, qu'est-ce qu'elle a fait. Et quand je dis que je suis allée les questionner, c'est vraiment que j'ai pris mon sac à dos et j'ai voyagé. Alors, je dis ça avec tout le privilège du coup que j'ai pu avoir à le faire, parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde. Mais je suis allée d'abord au Royaume-Uni, je suis allée aux États-Unis, je suis allée en Australie. Enfin, j'ai vraiment beaucoup bougé. Et je suis allée au Canada aussi. Enfin voilà. Et vraiment, je m'asseyais en posant des questions. Et l'idée, c'était de pouvoir dire, alors, si tu réponds à mes questions, ça va pouvoir, je vais pouvoir dire qui je suis. Et puis après, ça va, répondre peut-être aussi à d'autres questions qui sont des questions plus globales, qu'on va remettre plus dans, dans, comment dire, dans le schéma d'un pays ou d'une histoire. Je dis ça pourquoi? Parce que après la question des luttes, tu vois, il peut y avoir différentes formes de lutte. Donc tu peux avoir la lutte des classes, la lutte des religions, la lutte, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Donc, quand je me suis rendu compte dans ma famille que mes grands-parents, aussi bien mes grands-pères que mes grands-mères, du coup, étaient des agriculteurs, agricultrices, qui avaient eu du coup aussi du côté de mon père, du coup, c'était les Somaliens et les Somaliennes à l'époque étaient des nomades, et du coup il y avait une sédentarisation de la part de mon grand-père qui après s'était installé et avait travaillé la terre, et il y avait aussi du coup ce lien de migration de mes grands-parents de la Normandie jusqu'à la Creuse. Tout ça, c'est un voyage en fait que tu vois, moi j'ai reproduit du coup après à l'âge de l'adolescence ou à l'âge adulte, mais ça m'a permis aussi de savoir du coup euh, comment dire, dans quelle histoire familiale je grandissais et dans quelle histoire, on va dire globale, je m'inscrivais aussi. Me dire que bah ouais, en fait, je viens d'une famille, enfin de famille agricole. C'était des personnes qui au début étaient de familles précaires et qui après par la force des choses du coup ont pu s'émanciper, et pour certaines personnes du coup je sais pas si on dit devenir transclasse ou faire une transclasse. Je sais plus c'est quoi le verbe, mais voilà. Euh, donc moi, la rencontre de mes parents, et qui fait que je suis une personne métisse, on va dire même sur plein de niveaux, et qui grandit dans un environnement qui ne lui ressemble pas, me fait me rendre compte très tôt que je vais ou en tout cas que j'ai envie de m'engager sur certains sujets. Mais tout ça parce qu'en fait, ça vient aussi des autres personnes qui souvent vont pointer du doigt. Ça, c'est un peu malheureusement une triste histoire que beaucoup de personnes connaissent. C'est-à-dire que quand tu es autre, et là, même si les gens peuvent pas nous voir, je mets autre avec des guillemets, c'est que quand tu ne ressembles pas à la norme qui t'entoure, bah, les gens vont te dire, comme je disais tout à l'heure, tu viens d'où, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas comme ça, pourquoi tu parles cette langue, enfin, bref. Et donc, en ayant grandi, par exemple, dans un environnement très blanc, bah, malheureusement, j'ai vécu du racisme, j'ai vécu beaucoup de racisme d'ailleurs, et donc ça m'a très tôt engagée sur des questions d'engagement sur voilà les questions d'antiracisme, de lutte contre les discriminations, notamment liées aux origines, les origines religieuses aussi, et voilà. Et donc je me suis vraiment engagée sur ces sujets-là très tôt,
Ça, c'était parce que j'avais ma propre histoire, mais parce que, par exemple, mon père aussi était quelqu'un d'hyper militant. Donc, mes parents se sont rencontrés dans les années 80 à Berlin, avec tout le contexte qu'il y avait. Et mon père était engagé effectivement sur les sujets d'anti-apartheid en Afrique du Sud. Et donc, je pense, consciemment ou inconsciemment, transmis ce militantisme, cette question de lutte, en tout cas sur ces sujets-là. Et après, moi, en travaillant en tant que formatrice sur certains sujets, comment dire, je m'ouvre aussi à d'autres choses que je ne connaissais pas ou qui ne m'ont pas été transmises. Et donc, ma lutte, entre guillemets, sur les questions d'antiracisme va s'étendre après sur les questions d'antiracisme, mais avec les violences sexistes et sexuelles. Et donc, au fur et à mesure, comme ça, je rajoute du coup des éléments supplémentaires, soit de par mon vécu, soit de par un intérêt en fait pour cette thématique, quoi. Mmh. En tout cas, c'est passionnant tout ce que tu nous as raconté et je comprends bien que, nos combats sont liés à nos expériences personnelles et je trouve ça super que tu aies fait, cette quête identitaire et du coup, ça m'amenait à une question, pour les personnes qui nous écoutent, et qui, elles aussi sont en quête d'identité. Quels conseils, tu pourrais, leur donner? Par quoi commencer? Quelles questions tu posais à ton entourage? Comment tu as fait pour, remonter, le fil, de, comment on appelle ça? De la chronologie, enfin, de tes descendants et compagnie? C'est une bonne question. Alors j'ai envie de dire, faites pas comme moi. Moi, j'étais vraiment acharnée. J'ai rien lâché. Donc je sais pas si c'est la bonne technique, mais en fait, je pense que quand on se questionne, déjà se sentir légitime de se questionner. Ça, c'est la première chose parce que souvent, je sais qu'il y a une question de ah mais je me sens pas légitime. En même temps, je devrais être reconnaissant ou reconnaissante, etc. Oui, on peut tout à fait être reconnaissant et reconnaissante pour l'éducation qu'on a reçue, pour voilà, pour beaucoup de choses, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire une quête identitaire. Et donc déjà se sentir légitime dans cette quête identitaire, se dire qu'il y a plein de manières de faire une quête identitaire. Moi, j'ai pu voyager, mais c'est un privilège déjà financier d'avoir pu le faire parce que je sais que tout le monde ne peut pas. Après, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, voilà, on a quand même la capacité de pouvoir communiquer avec beaucoup de personnes et en fait se dire que il y a pas trop de règles et on commence un peu comme on veut, comme on peut et que je pense que peu importe le, 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 le prisme ou en tout cas l'élément avec lequel on démarre, on y arrivera. Moi, à un moment donné, je m'étais un peu persuadée de me dire, voilà, il faut que je fasse comme ça, comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, j'avais des réponses qui venaient des mois, voire des années plus tard, et que c'était complètement OK. Euh, pour certaines personnes, ça peut être, je sais pas, faire un voyage dans le pays d'origine, par exemple. Moi, c'était pas possible. Je pouvais pas aller en Somalie parce que c'était un État qui était en guerre pendant de nombreuses années. Donc je savais qu'il fallait comment dire, que je l'organise différemment. Donc voilà, déjà ça, c'est pour moi, c'était quelque chose qui était comment dire, c'était un fait qui m'a obligée à m'organiser différemment. Moi, par exemple, je parle pas somalien. Et j'ai eu beaucoup de remarques pour ça. Et ça, je me suis pas laissé faire. Je me suis dit, c'est pas parce que je parle pas la langue que je pourrais pas communiquer. Et la preuve en est, j'ai pu communiquer. Et donc voilà, se dire que aussi c'est un chemin qui est très long. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une semaine ou peut-être un mois. Et se dire que des fois, ça peut être un petit peu seul aussi. Parce que les gens autour de nous ne font pas forcément le même chemin, ne comprennent pas non plus des fois. Donc ça peut être un petit peu difficile. Mais, euh, mais voilà, moi, humblement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux être votre roue de secours, votre bouée de secours, je sais pas. Mais en tout cas, c'est marrant parce que juste pour la petite anecdote, c'est comme je parle souvent de la quête identitaire que j'ai faite, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages pour me poser des questions. Et en général, ce que je fais, c'est que je discute avec la personne. Et donc, au lieu de donner toutes les informations sur comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, etc., en fait, j'échange et je pars plutôt de la personne en disant, tu vois, toi, par exemple, qu'est-ce qui t'intéresserait? Quelles sont les réponses que tu aimerais avoir? Qui sont les personnes que tu aimerais rencontrer? Pourquoi est-ce que tu veux faire une quête identitaire? Et du coup, ça aide aussi, parce que le but, c'est pas que je sois le sujet central de, je sais pas, de ta quête identitaire, Estelle, par exemple, tu vois. Ça n'aurait aucun intérêt. C'est sûr. Donc voilà. Oui, de toute façon, je mettrai, dans la description, tous, les liens, moyens pour te contacter, pour que les personnes qui nous écoutent puissent, venir échanger, avec toi et je les invite parce que, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un, qui va nous aider à nous questionner, qui a du recul, qui a pu expérimenter et qui, du coup, peut conseiller et
et voilà, et donner des bonnes pratiques, des bons conseils, pour apprendre à mieux se connaître. Je crois que c'est la clé, je pense que ça devrait être même notre mission de vie à tous et toutes d'apprendre à se connaître, en fait. C'est vrai. C'est très bien dit ça. J'aime beaucoup cette idée. C'est très, très bien dit. Je vais retenir. Merci. Avec plaisir. J'aime bien faire des phrases comme ça parce que je suis toujours dans la réflexion et tout et je trouve ça hyper intéressant, Mmh. toujours important de se questionner parce qu'en fait on grandit, on évolue, constamment, donc c'est important, d'apprendre à se connaître. C'est important et en fait, je trouve ça vachement intéressant maintenant. C'est hyper intéressant. Moi que j'ai appris du coup à déconstruire beaucoup de choses et que je continue à déconstruire, eh ben j'adore pouvoir dans ces cases de déconstruction remettre de nouvelles informations et me dire mais en fait c'est chouette de pouvoir continuer à apprendre, tu vois, enfin je sais pas, tout le temps quoi. Donc moi c'est quelque chose qui me voilà qui m'apporte un peu de joie. Ah bah, c'est beau, c'est important. Bah, moi aussi. Euh, Juste, bah, du coup, pour rebondir justement à ce que tu viens de dire à l'instant, bah, qu'est-ce que tu as appris à déconstruire, à l'instant T? ok. Alors moi ce que j'ai appris à déconstruire à l'instant T, alors je sais pas si ça va forcément répondre à ta question, mais déjà, c'est de vraiment toujours questionner toutes les informations que je reçois. Parce que ça, je trouve ça très important dans ma compréhension aussi, tu vois, de nouveaux concepts, de nouveaux termes, etc. Et de me dire que, bah, en fait, il faut que j'aille creuser pour pouvoir comprendre tous les tenants et les aboutissants d'une nouvelle information. Euh, et après, de manière beaucoup plus concrète, je pense comme malheureusement beaucoup de personnes, moi j'ai reçu, enfin ou j'ai vu ou j'ai entendu beaucoup de fausses informations, tu vois, sur les personnes trans et sur la transidentité. Et j'en parle parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est hyper important. Et moi j'ai fait un gros travail de déconstruction d'idées préconçues, d'idées, mais vraiment qui aujourd'hui je me dis waouh, mais comment c'est possible en fait que j'ai vu ça, que j'ai entendu ça. Et c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Alors pour plein de raisons différentes, parce qu'en fait, bah, comme je te le disais tout à l'heure, je trouve que la connaissance de manière générale c'est cool. Et qu'en fait, j'ai un enfant maintenant aussi, j'ai un petit garçon qui a 18 mois et que en fait, je me suis rendu compte que la question du genre, elle venait très 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 tôt chez les enfants, mais par les adultes en fait. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit ah ouais, mais en fait, c'est quelque chose qui est imposé par les adultes. Et quand je me suis comment dire parce que tu vois, pour l'instant, je dis que c'est un petit garçon et voilà parce que c'est aussi comme ça que la société nous forme, nous forme ou nous oblige à dire les choses. Mais je me dis, comment est-ce que si plus tard, tu vois, mon enfant il vient me questionner, etc. Est-ce que j'aurai les réponses à ces questions? Et c'est très important, un, pour moi de dire, bah, j'ai peut-être pas la réponse, mais viens, on va la chercher ensemble. Ça, pour moi, j'y mets vraiment un point d'honneur. Et deux, de bah, quand même pouvoir lui apporter certains éléments de réponse, mais des éléments qui sont pas forcément, tu vois, gravés dans le marbre, quoi. Et je vais pas lui dire, bah, ce que je te dis, c'est la vérité absolue et c'est comme ça et pas autrement, tu vois. Et pourquoi est-ce que je parle de la question de la transidentité? C'est que, en fait, comme je me renseigne dessus et que je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui se questionnent très tôt sur ce sujet-là, et ben, je me dis, en fait, je suis pas à l'abri que mon propre enfant, en fait, vienne se questionner sur ces sujets-là. Et je veux pouvoir l'accompagner, peu importe les questions, peu importe les choix, etc. Et je dis ça parce que ça fait aussi écho à quand on est une personne qui a lutté du coup pour avoir certains droits, une forme d'exister, une forme de représentation, enfin peu importe de légitimité, et ben je me dis je peux pas enlever cette lutte à d'autres personnes qui veulent faire la même chose. Ce serait vraiment très hypocrite de ma part de me dire que moi j'ai lutté pour, tu vois, tel et tel droit pour ne plus subir de racisme, pour être respecté peut-être dans telle et telle entreprise parce que voilà, je subissais de la discrimination, et me dire qu'à côté, j'ai une autre communauté qui elle-même est en train du coup de militer pour une reconnaissance, pour une visibilité, pour juste un droit d'exister, et je dis non, non, mais vous, votre lutte, elle n'est pas légitime. Là, c'est pas, ça fait pas de sens en fait. Ça fait pas, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. J'aime pas ce mot normal, mais ce serait presque absurde en fait, tu vois. Et j'essaye de le voir avec ce prisme-là en me disant, mais en fait, toute personne qui lutte pour le droit d'exister a le droit de lutter pour le droit d'exister. Et je ne peux pas enlever ce droit de lutte. Après, sur d'autres sujets, on peut discuter, on peut être d'accord, ne pas d'accord, etc. Ça, c'est le propre de l'humain et c'est le propre de la vie. Mais je peux pas me positionner contre et dire non, mais vous n'avez pas le droit de lutter, vous pouvez pas. Ce serait absurde et ce serait un manque de respect, je pense déjà pour ces personnes-là, et ce serait un manque de respect envers ma propre personne. Enfin, j'ai l'impression que je me respecterais pas en me disant que moi on m'a laissé militer, on m'a laissé lutter, mais je laisse pas les autres. Non, je pourrais pas. Parce que je me sentirais trop mal à l'aise par rapport à ça.
C'est important ce que tu nous dis, c'est très beau, le cheminement, que tu as eu à ce sujet et je suis d'accord avec toi, la se forger un esprit critique, je pense, c'est une compétence im indispensable, dans notre monde, aujourd'hui, puisqu'on est bombardé d'informations, de fausses informations et bah, du coup de politiques qui vont, plutôt jouer sur l'extrême. Enfin, par exemple, ou même de fausses féministes. Par exemple, les féministes, pour moi, c'est pas des féministes, mais elles se revendiquent comme telles, donc enfin, j'aime pas du tout leur approche car du coup, elles empêchent, bah, aux personnes trans d'exister. Enfin, elles remettent en question leur existence et je trouve ça, complètement, comme tu dis, absurde et horrible et tout ce que tu veux, derrière et en tout cas, c'est super important que tu fasses ce travail de déconstruction et que pour tes enfants également, parce que je me dis, que la question essentielle qu'on doit se poser en tant que parent, même si moi je ne suis pas encore parent, mais c'est la question que je me poserai à un moment donné, ce sera: quels enfants on veut laisser à notre planète, en fait. Ouais, tout à fait. Et du Ou coup quelle planète on veut laisser à nos enfants. Les oui, deux, les 2 vont ensemble. les deux ensemble, ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien cette idée-là, quels enfants on veut laisser à notre planète. Oui, parce que la place de la nature et de la... Ouais. Ah là là, très intéressant, Estelle, merci. Avec plaisir. La deuxième Ouais, phrase à noter. ouais, Les ouais, la phrases deuxième phrase à d'Estelle. noter, exactement. Ouais. Et ça me fait penser du coup, pour continuer un peu sur ce chemin-là, c'est du coup comment faire face aux discriminations et quelles sont des solutions qu'on peut apporter à son échelle pour agir, et lutter, quoi? J'aime bien qu'on me pose cette question parce que souvent je renverse la question en disant c'est intéressant qu'on demande toujours aux personnes qui vont ou qui ont subi une forme de discrimination comment y faire face. Parce qu'en fait, il faudrait plutôt se dire mais comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens ne discriminent plus. Alors, bien sûr, ça c'est on peut parler d'un monde idéal et c'est des fois c'est très bien de le faire pour du coup avoir des solutions beaucoup plus concrètes et réelles. Mais je le dis juste pour le resituer aussi parce que c'est comme on le disait tout à l'heure, on parlait de déconstruction et en fait la manière dont on pense, ce qu'on dit ou les questions qu'on pose, bah, c'est aussi ça en fait la déconstruction. C'est-à-dire moi on me pose souvent oui du coup Asli comment on fait face aux discriminations? Bah en formant les gens pour qu'ils arrêtent de discriminer, enfin qu'ils et elles arrêtent de discriminer. Mais après pour répondre à la question de manière beaucoup plus concrète, honnêtement c'est très difficile. C'est très difficile parce que peu importe la discrimination que tu subis ou les discriminations que tu subis, malheureusement, ça va à un moment donné où ça peut avoir un impact sur ta santé mentale, sur ta santé physique, et du coup, c'est difficile de se dire bon bah, je dois faire quelque chose. Bien sûr qu'il faut faire quelque chose, mais comment dire? Pour donner un exemple très concret, je pense que moi, il n'y a pas une année dans ma vie où je n'ai pas subi du racisme. Du coup, c'est très compliqué à vivre. Et c'est aussi, à un moment donné, se dire, bon, bah, être dans une forme d'acceptation, se dire que, bah, en fait, ça va malheureusement continuer. Parce que si ça a commencé, moi, mon premier souvenir que j'ai d'un comportement raciste, j'avais 5 ans. Et aujourd'hui, j'en ai bientôt 38, donc tu vois, c'est quand même un long petit chemin de vie, mais qui voilà, qui forcément ne laisse pas, comment dire, indemne. Et après, c'est aussi bien s'entourer. Bien s'entourer, avoir des personnes à qui parler, des personnes, que ce soit des professionnels de santé ou que ce soit la famille, les amis, les amours, même des personnes safe au travail. Avoir quand même au moins une personne à qui on peut en parler, à qui on peut envoyer un message en disant ouais, il m'est encore arrivé ça aujourd'hui, c'est pas possible, etc. Et puis après, quand on a la possibilité, bah, c'est aller plus loin. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut porter plainte? Oui. Bon bah ok, allez, on y va. Est-ce qu'on peut faire, je sais pas, comment dire, déposer du coup un dossier au défenseur des droits? Oui. Ok, bah cool, je vais pouvoir le faire. Est-ce que c'est appeler une association et se faire épauler? Oui, je peux le faire. Ok, cool. Et voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut mettre en place, mais c'est pas facile. Mais c'est pas facile. Et donc peut-être ouais, s'entourer, c'est le meilleur conseil que j'ai quoi. Et moi j'ai une personne qui est vraiment ma personne, c'est ma cousine à Londres. Et si les gens voyaient nos audios, je pense que les gens rigoleraient en se disant waouh. Mais en même temps, c'est vache. Des fois, c'est ce qui permet aussi de passer plus vite à autre chose. Tu vois, de se dire bon bah voilà, là
j'ai soit entendu un propos raciste, ou soit j'ai enfin voilà, j'ai vécu une situation sexiste, ou enfin bref, etc. Et de se dire que bah tu peux dire à quelqu'un, tu vois, et puis que voilà, du coup malheureusement tu passes à autre chose assez vite, quoi. Parce que voilà, moi je travaillais aussi sur la thématique des violences sexistes et sexuelles, et quand on voit les chiffres, bah tu vois, avoir du harcèlement sexuel, malheureusement, c'est quelque chose qui est presque anodin, tu vois. Et quand on parle de sexisme ordinaire, je pense que utiliser le mot ordinaire, ça en dit long aussi sur la manière dont c'est complètement intégré dans notre société. Pareil pour le racisme, on va parler de racisme ordinaire parce que en fait, des personnes vont recevoir de manière hyper fréquente des microagressions, des comportements qui sont en plus techniquement punis par la loi, tu vois. Mais c'est tellement entre guillemets banalisé et toléré qu'on va appeler ça du sexisme et du racisme ordinaire. Moi, rien que ça, en fait, je me dis qu'il faudrait arrêter d'utiliser ce terme-là pour arrêter de banaliser ce genre de comportement, quoi. Ouais, de ce que j'entends, il y a vraiment un vrai problème d'éducation, parce qu'en fait, s'il y a du racisme, c'est parce que, bah, les gens n'ont pas été éduqués sur ces problématiques-là et malheureusement, ils peuvent reproduire, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont appris, enfin vu à la télé, vu avec, leurs parents ou même leur entourage et c'est vrai que c'est malheureux qu'à l'école, il y ait pas, bah, des cours, on va dire, pour apprendre à respecter l'autre, tout simplement. Ce serait une vraie étape ou des cours d'empathie, des cours, pour, gérer, ses émotions, enfin des choses qui pourraient nous servir dans notre vie future. Enfin après je dis pas les mathématiques, le français et cetera, c'est des choses importantes, hein, mais les soft skills également. Oui, oui. Bah, moi, je t'avoue, aujourd'hui, j'utilise plus trop le théorème de Pythagore, hein. J'aurais même du mal. Quand mon enfant va revenir là, ah oui, d'accord, c'était ça. Donc ouais, j'avoue, je suis d'accord avec toi, tu vois. Ça aurait été bien d'avoir aussi d'autres cours, quoi. Mais et tout ça aussi pour dire que alors après, je sais que c'est dans un monde idéal, mais moi j'ai mon petit monde idéal et il me fait aussi du bien. Tiens, tu vois comment faire face des fois, bah créez votre petit monde idéal dans votre tête, ça fait du bien. Et c'est de se dire aussi que quand on est, tu vois, quand je sais pas, on a des valeurs, on a des principes, se dire que, bah, en fait, si des fois ces valeurs ou ces principes ne sont pas en adéquation avec peut-être notre entourage ou la manière dont la société est en train de changer, aller chercher des informations qui contredisent aussi ces valeurs et ces principes, juste pour avoir des éléments supplémentaires. Soit ça vous ancre dans vos positions et vous dites, ok, bah en fait moi je suis convaincu de ça, ou alors, tu l'as dit parfaitement tout à l'heure, et moi dans toutes mes formations, c'est ce dont je parle, c'est de cette fameuse petite graine. Cette graine, elle est hyper puissante. Et un moment où on a entendu une information, on se dit, oh, c'est marrant, ça fait écho à quelque chose, eh ben, je peux te dire que dans 5 ans, dans 10 ans, les personnes, elles reviennent changées. Alors, c'est sûr qu'à ce rythme-là, comme tu le disais, je sais pas quelle planète on va laisser à nos enfants ou les enfants qu'on va laisser à notre planète, mais en même temps, c'est quand même hyper rassurant de se dire que si on est capable d'écouter un autre point de vue, peut-être que quelque chose va changer. Moi, je suis bien évidemment comme beaucoup de personnes, j'ai un point de vue situé, je suis convaincue que ce que je prêche, c'est la bonne parole. Ça se trouve, il y a un monde parallèle et tout le monde se dit Asli, elle raconte n'importe quoi. Mais ça n'empêche pas que quand je m'intéresse à des sujets ou que je forme, je vais voir aussi des points de vue qui sont différents des miens, en fait, juste par intérêt, et par intérêt pédagogique aussi, de se dire, en fait, les gens qui sont qui sont en face de moi, comment est-ce qu'il et elle pensent? Parce que ça peut aider à la discussion aussi. Moi, j'adore débattre, j'adore discuter. Mais il faut que je puisse comprendre un peu comment les gens en face de moi débattent et discutent, parce que sinon, bah, en fait, on peut pas, on n'avance pas, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est clair, faut comprendre les arguments de l'autre également pour pouvoir, déjà pour pouvoir débattre en fait, parce que si tu comprends pas ses Oui, arguments et comment, il pense ou elle pense, c'est un peu compliqué après de se positionner et d'interagir tout simplement avec la personne, hein. exactement, exactement. Et je trouve que, tu vois, par exemple, le débat, bah, pour en revenir de la question des personnes trans et de la transidentité, je pense que c'est un sujet qui fait autant de débat parce que on a des deux côtés beaucoup de personnes qui sont convaincues de beaucoup de choses, tu vois. Et après, moi, je suis pour les personnes qui pensent bien. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, là, justement, tu parlais des féministes et en fait, moi, je trouve que c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est presque fascinant de les regarder, de les écouter, parce qu'en fait, on sent qu'il y a une forme de haine aussi. On est au-delà des propos, juste de se dire, bah non, je suis pas forcément d'accord, en fait, ça me Mmh. convient pas, etc. On sent qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus viscéral, en fait, dans ce qu'elles prêchent, dans ce qu'elles annoncent, dans ce qu'elles mettent en avant, etc. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que ça veut dire que si forcément il y a une haine ou il y a un sentiment qui est hyper puissant, bah c'est que c'est
à l'intérieur, ça a provoqué quelque chose, tu vois. Et moi, c'est ce que j'aime aller creuser en général. C'est se dire, OK, là, je vois bien que c'est un sujet hyper personnel. Bah, tiens, on va y aller parce que c'est en essayant de le décortiquer qu'on va finir par avancer, quoi. Encore une fois, c'est le petit monde idéal d'Asli. Tout le monde n'est pas dedans, hein, donc. Ah oui, en fait, de ce que je pense, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu vas remonter, on va dire, la pelote de laine pour savoir, le point déclencheur, bah, de tout ça, en fait, et pour pouvoir, bah, libérer la personne. Donc ouais, c'est intéressant, hein, comme façon de penser et de faire. Ouais, 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 tout à fait. Bon, par contre, malheureusement, le temps, il tourne, ça passe très vite cet échange, bah, Oui. comme avec toutes les personnes, de Matrimoine féministe. Du coup, je te propose, c'est qu'on va se diriger vers la conclusion. Alors déjà, avec la première question, bah, du coup, quel est ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit, aujourd'hui? Alors, mon mot va être des mots. Ça va être horrible de me poser des questions parce que j'y réponds jamais. C'est écouter les personnes concernées. Ça, c'est vraiment, moi, c'est presque un leitmotiv, quoi. C'est écouter les personnes concernées sur les sujets dont vous voulez parler ou dont vous voulez traiter. Enfin, c'est très important pour moi. Mmh. Non, ouais, je suis d'accord avec toi, faut c'est important pour mieux, se connaître et mieux connaître les autres. C'est un échange hyper enrichissant, en fait, tout simplement. Oui, tout à fait. Trop bien. Heu, du coup, dans les autres dernières petites questions, alors, bah, du Oui. coup, qui sont tes rôles modèles, du coup, à ce sujet? Écoute, j'ai réfléchi à cette question et comme d'habitude, tu vois, je réponds pas à la question. C'est un enfer de me poser des questions. Je viens de me rendre compte, Estelle, elle doit se dire, mais Asli, arrête, s'il te plaît. Mais non, t'inquiète. En fait, je vais y répondre en te donnant une liste de prénoms et de noms de personnes que j'aimerais voir dans ton podcast ou écouter, qui sont en ce moment des personnes qui m'inspirent pour plein de raisons différentes. Et donc, ces personnes sont... Je peux les citer comme ça va? Oui, vas-y, hein. Oui, ok. Bon, j'allais dire au début Mayeti, mais après j'ai vu du coup qu'elle venait dans le podcast, donc voilà, déjà je suis contente. Donc il y a Jessica Oublié, qui est une autrice. Alors elle est beaucoup de choses, mais entre autres elle a écrit une BD sur le chlordécone en Guadeloupe, qui est hyper intéressante, donc je vous conseille. Et après, elle fait plein d'autres choses et c'est juste une personne fascinante à écouter. Enfin, vraiment. Jessica, j'espère que tu écouteras. Et voilà, c'est tout mon amour pour toi. Ensuite, il y a Léa Nyang, qui est experte de communication inclusive et qui est vraiment enfin, qui fait des posts incroyables sur les réseaux. Et quand elle parle, en fait, je me dis que j'aimerais parler comme elle. Mais après, je m'entends et je vois bien que c'est pas du tout la même chose, mais ça, c'est pas grave. Il y a Raissa Fonseca, qui est une personne qui m'a ouverte sur les... Parce que quand on parle de féminisme, souvent je trouve qu'on parle beaucoup de féminisme occidental, etc. Et on oublie du coup le féminisme qui est en lien avec la terre et tous ces éléments-là. Et du coup, elle m'a ouverte à ça. Et j'avoue, aujourd'hui, j'arrive plus à l'oublier. Et c'est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière, si je dis pas de bêtises, et avec qui je travaille aujourd'hui, un peu à distance, mais voilà. Et c'est fascinant. Enfin, quand elle parle vraiment et qu'elle explique des choses, je suis vraiment admirative. Et ça me permet aussi d'avoir, on va dire, alors elle n'est pas la représentative de toute l'Amérique latine, mais ça me permet du coup de rentrer sur, on va dire, une partie géographique que je connais très peu et que je connais très mal, et du coup, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, de déconstruire des idées et d'en apprendre de nouvelles qui sont bien meilleures. Et qui est-ce que j'avais d'autre? Oui, et j'avais aussi une dernière personne qui était du coup Marina Davos, qui est une personne que j'ai rencontrée à Bruxelles lors d'une formation, et on a échangé et enfin voilà, elle partage beaucoup de sujets dont on a parlé toutes les deux aujourd'hui, et elle travaille pour entre autres le planning familial à Bruxelles. Mais voilà, hyper aussi incroyable, enfin sa manière de penser, de réfléchir des nouveaux sujets. Et moi, j'adore m'inspirer des gens qui sont autour de moi. Je trouve que c'est une force motrice incroyable. J'en deviens toujours plus humble sur ce que je connais et surtout sur tout ce que je ne connais pas, parce qu'en fait la vérité elle est là, et sur comment est-ce que je peux être une meilleure personne et une meilleure version de moi. Super, bah, je serais ravie, d'interviewer, Jessica, Léa, Raissa et Marina au micro de Matrimoine féministe, parce que c'est toujours intéressant, de discuter avec plein de personnes différentes, de femmes hyper inspirantes, donc c'est chouette. Merci de ces noms. Et du coup, voilà, une autre question, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Du coup, de ce que je comprends, il y a la BD de Jessica, que tu recommandes, mais s'il y en a d'autres?
Alors pour les ressources, oui, j'ai cité la BD de Jessica, qui en a d'autres aussi, mais dont j'oublie le nom, elle m'excusera. Et si d'autres personnes les connaissent, n'hésitez pas à les à les partager. Et sinon, alors j'ai pas bien travaillé la question des ressources, mais je suis en train de lire en ce moment le livre de Douce Dibondo, qui s'appelle La charge raciale, et qui est un livre très intéressant. Alors qu'on soit une personne concernée ou non, mais justement, si on n'est pas une personne concernée, bah, ça nous permet de vraiment comprendre les mécanismes de beaucoup de personnes racisées pour s'intégrer dans un environnement qui souvent n'est pas le leur. Donc là, par exemple, moi, si je prends mon expérience personnelle, c'était vraiment ça par rapport au Luxembourg ou même encore où je suis aujourd'hui. Et donc de voir tous les mécanismes qui sont mis en place pour évoluer dans une société entre guillemets différente. Super, bah, merci de ces partages et du coup la dernière question, de l'épisode, que signifie le terme féminisme pour toi? Ah. Le terme féminisme, pour moi, il signifie beaucoup, beaucoup de choses, mais il est surtout en constante évolution. Au tout début, c'était la définition, l'égalité entre les femmes et les hommes, mais maintenant c'est tellement plus large que ça. C'est vraiment, on a parlé de bienveillance aujourd'hui, on a parlé de déconstruction, on a parlé d'antiracisme, j'aurais pu parler de féminisme décolonial, j'aurais pu, enfin il y a tellement d'autres choses. On a parlé des territoires ultramarins, voilà, moi j'ai brièvement parlé, enfin pas parlé, mais j'ai mentionné l'Amérique latine. En fait, le féminisme, c'est tellement large. C'est le respect, la bienveillance, le partage, la communication, un monde sans violence sexiste et sexuelle. Ça, vraiment, dans le monde idéal d'Asli, il est vraiment présent parce que, enfin, honnêtement, dire que c'est un fléau, c'est, je pense, minimiser ce que aujourd'hui les violences sexistes et sexuelles représentent pour les femmes, mais pas que. Et du coup, pour moi, le féminisme, c'est vraiment un engagement personnel que j'ai pris avec moi-même pour créer humblement, quand je dis un monde meilleur, je peux pas accéder à tout le monde, mais en tout cas, mon monde meilleur. Et ça me permet d'avoir une manière de vivre qui est plus en adéquation avec mes principes, où je respecte les gens, où j'écoute les gens, où j'apprends avec les gens, où je ne violente pas les gens, où enfin voilà. Et donc pour moi c'est tout ça le féminisme. C'est quelque chose de beau, de sain et de pacifiste aussi. Bah, merci, je te rejoins avec ta définition et je suis entièrement d'accord avec toi. Chacun et chacune, on agit à son échelle pour un monde meilleur. Voilà, exactement. Et si le petit Larousse veut mettre notre définition dans le dictionnaire, n'hésitez pas. Bah, merci encore pour cet épisode. C'était très enrichissant et je suis sûre que cela va être aussi pour nos éditeurs et nos auditrices qui nous écoutent. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Donc j'espère que tout le monde vous avez apprécié. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Merci Estelle. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!